Voici une histoire où le père découvre que son épouse rejette secrètement leur fils. Le récit commence ainsi. Je suis un homme de 36 ans et je pense que je devrais quitter ma femme, qui a 36 ans, parce qu'elle en veut ouvertement à notre fils, qui a 7 ans. Aucun de nous deux n'était certain de vouloir des enfants. Nous étions mariés depuis 5 ans quand nous avons découvert qu'elle était enceinte. Nous étions tous les deux extrêmement nerveux, mais au final, elle a voulu essayer d'avoir le bébé, et j'ai accepté. Ça a été difficile au début. La parentalité l'est en général, mais j'aime mon fils. Il est merveilleux, intelligent, plein d'énergie, et il me réchauffe le cœur. Ma femme, la plupart du temps, était super avec lui. De temps en temps, nous étions tous les deux épuisés, et nous trouvions du temps pour faire des sorties en amoureux ou pour avoir chacun un peu de temps libre. Il y a plus d'1 an, avant le confinement, ma femme a commencé à s'irriter de tout ce que notre fils faisait. S'il renversait accidentellement un peu de jus de pomme sur le comptoir, elle lui criait dessus comme s'il venait de détruire un héritage familial. C'était quelque chose qui arrivait de temps en temps, mais nous en parlions, et elle finissait par lui présenter ses excuses. La pandémie a été vraiment difficile. Nous avons tous les deux gardé nos emplois. Nous travaillons à la maison, et notre fils n'allait pas à l'école. Au début, je pensais que sa frustration venait du fait d'être coincé à la maison et de ne pas pouvoir sortir. Mais mon fils est retourné à l'école depuis des mois maintenant. Nous sommes tous revenus à une vie plus normale, et les choses ne se sont pas améliorées. J'ai fini par avoir une vraie discussion avec ma femme, parce que peu importe son humeur, elle peut être heureuse et souriante, mais dès que mon fils entre dans la pièce, son humeur change, et je le remarque davantage maintenant. Ma femme m'a dit que, depuis très longtemps, elle regrettait d'avoir eu notre fils. Elle a dit que la maternité n'était pas ce qu'elle pensait que ce serait, et que l'époque où nous n'étions que tous les deux lui manquait. Elle ne s'attendait pas à ce que sa vie ressemble à ça avec un enfant, et elle regrette de l'avoir eu. C'était une conversation difficile à avoir, mais une conversation dont nous avions vraiment besoin. Je lui ai parlé de thérapie, individuelle, de couple, ou les deux, tout ce qu'il faudrait. Mais elle a refusé et a dit qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Nous avons essayé de faire plus de sorties en amoureux, de redevenir un couple si elle avait l'impression que ça nous manquait. Je lui ai proposé de passer plus de temps seule avec lui, ce qu'elle ne veut pas faire. Mais rien n'y fait. Dès que nous rentrons à la maison et qu'elle se retrouve en présence de notre fils, elle devient plus sérieuse. Je lui ai demandé une fois si elle l'aimait, et elle m'a répondu que oui, mais qu'elle ne l'aimait pas en tant que personne. Ça a été douloureux. Ce qui me pousse à vouloir partir, c'est que mon fils commence à s'en rendre compte. Aucun enfant de 7 ans ne devrait demander pourquoi sa mère est toujours en colère contre lui. J'aime ma femme, mais j'ai peur qu'il grandisse avec quelqu'un qui ne l'aime pas. Est-ce vraiment la fin? Est-ce que la meilleure chose à faire ensuite est de partir? Ou y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour lui faire comprendre que je ne peux pas laisser notre fils vivre comme ça? Puis, environ une semaine plus tard, OP a publié une mise à jour. Eh bien, ces derniers jours ont été durs, mais c'est arrivé. Je ne voulais pas que ça arrive, mais il le fallait. J'ai emmené mon fils hors de là. J'ai essayé de parler à ma femme quelques jours après avoir publié ce message, mais je n'ai abouti à rien. Même si la thérapie n'allait pas être le miracle qui lui donnerait envie d'être mère pour notre fils, je lui ai dit que ça ne ferait pas de mal d'avoir un endroit où parler de ses sentiments, pour comprendre d'où vient ce qu'elle ressent, et peut-être voir s'il existe une façon de travailler dessus afin que ça n'ait pas un impact profond sur sa manière d'être avec lui. Elle a refusé. Je lui ai demandé si elle pensait que ça pourrait un jour s'améliorer. Elle a dit non. Quand je lui ai dit que ça ne pouvait pas marcher entre nous, parce que le bien-être de notre fils passait en premier, elle m'a supplié de rester. Elle a fait toutes sortes de promesses. Ne plus le traiter négativement, faire semblant devant lui, mais malgré tout, elle refuse la thérapie parce qu'elle n'a pas besoin d'aide. Puis, tout à coup, elle s'est mise en colère. Elle m'a dit de partir si je voulais seulement être avec mon fils. C'était déchirant. Mon fils et moi sommes finalement partis, parce qu'elle ne voulait pas quitter l'appartement. Il croit que nous restons à l'hôtel pour l'instant, mais il continue à poser des questions sur elle. Je fais de mon mieux pour tenir le coup pour lui. Mon cœur est encore brisé pourtant. Je déteste que ça ait dû se terminer comme ça, mais beaucoup d'entre vous avaient raison, et au fond de moi, je le savais aussi. Mon fils devait passer en premier, et tout ça commençait déjà à l'abîmer. Je sais que c'était le bon choix. J'ai l'impression que ma vie vient de s'arrêter brutalement, et j'essaie encore de reprendre mes repères. Ma femme ne m'a pas contactée depuis notre départ. Ma famille est au courant de ce qui se passe, donc je suis heureux d'avoir leur soutien. Ma sœur a proposé que mon fils passe le week-end chez eux pour être avec ses cousins. Bref, merci pour le soutien. Je ne comprends vraiment pas pourquoi certaines personnes ont un enfant pour ensuite ne pas l'aimer. À quoi bon, sérieusement? Et je pense clairement qu'OP a fait le bon choix,
Que cette femme maltraite émotionnellement son enfant puis supplie OP de rester, c'est aberrant. Pourquoi resterais-je avec quelqu'un qui traite mon enfant comme ça? Passons à une autre histoire. Mon collègue a récemment perdu sa voiture. Je ne connais pas les détails. Elle est probablement tombée en panne ou quelque chose comme ça. Et le week-end dernier, il a dû annuler son propre mariage parce que son fils est mort. Il traverse une période vraiment horrible. Je ne pense pas que ce type soit du genre à faire pitié aux autres pour en profiter. Bref, depuis plusieurs mois, je regardais un peu les nouvelles voitures en attendant une bonne affaire sans en avoir besoin immédiatement. Quand j'ai appris que mon collègue prenait Uber tous les jours pour aller et revenir du travail, je me suis dit « Mon Dieu, je vais simplement acheter une nouvelle voiture maintenant et lui donner mon ancienne. » J'ai décidé que j'allais le faire, mais je n'ai aucune idée de comment m'y prendre. Je veux préserver sa dignité, donc je ne vais pas en faire toute une scène. En fait, je n'aime vraiment pas l'idée que nos collègues finissent par le comprendre quand ils le verront conduire ma voiture. Je n'ai pas l'impression de le faire pour me mettre en valeur. Tout s'est juste aligné de telle façon que je peux vraiment aider ce type. Je l'aurais donné de toute façon, parce que je n'aurais pas obtenu grand-chose en reprise, et je n'ai pas envie de me fatiguer à la vendre. Alors, comment devrais-je aborder ça? Quelle est la façon la plus élégante de lui donner cette voiture, de refuser un paiement, s'il en propose un, et de ne pas rendre les choses bizarres? Je sais que je ne contrôle que mon côté de la situation, mais s'il y a des choses que je peux dire ou faire pour que ce soit plus facile, j'apprécierais vos conseils. Dans ma tête, je me disais, et si je l'invitais dans un bureau vide et que je lui disais simplement « Écoute mec, je veux que tu aies ça, mais ensuite quoi ?» Et si je l'offense? Et s'il refuse de la prendre et continue à venir au travail en Uber? Et si ça devient bizarre après? Mon petit ami m'a dit que je devrais lui proposer de la lui vendre à un prix très bas pour que ça ne ressemble pas à de la charité, mais je trouve ça assez maladroit de dire « Eh, je sais que ta vie est en ruines en ce moment, mais si tu me donnes 500 $, je te donne ma voiture. » Non, ça ne me convient pas. Je veux simplement aider mon collègue. Il est gentil, chaleureux et travailleur, et il traverse une montagne d'emmerde en ce moment. Une énorme montagne fumante d'emmerde. Alors comment est-ce que je peux gérer ça, même approximativement? Puis OP a publié une mise à jour. Je suis arrivée au travail juste au moment où mon collègue traversait le parking pour partir pour le week-end. J'ai couru vers lui et j'ai dit « Eh, comment tu tiens le coup ?» Il a poussé un lourd soupir et a dit « Je m'en sors parce que je dois m'en sortir. » J'ai demandé « Tu as trouvé une solution pour ton problème de voiture ?» Il a encore soupiré et a dit « Oui, la solution, c'est que je dois en avoir une, mais je n'ai pas les moyens d'en acheter une autre. » À ce moment-là, nous étions à environ 20 mètres du parking des employés et nous pouvions voir mes deux voitures. Alors j'ai dit « Eh bien, ce week-end, j'ai acheté cette voiture-là en montrant ma nouvelle voiture. Donc maintenant, j'aimerais que tu prennes celle-là en montrant mon ancienne voiture. » Il est resté absolument sans voix. Alors j'ai commencé à parler un peu vite en disant « Je n'ai pas retrouvé le titre de propriété, il est quelque part dans mon placard, mais j'ai tous les papiers nécessaires pour que tu puisses aller au service des véhicules de l'Iowa et la transférer à ton nom. Je paierai pour un duplicata du titre si je ne le retrouve pas, et elle a besoin d'une vidange, donc je m'en occuperai ce week-end pendant que tu seras absent. Je laisserai les clés sur mon bureau pour que tu puisses les prendre si tu reviens après mon départ vendredi. » J'ai essayé de le regarder dans les yeux, mais son masque embuait ses lunettes. J'ai continué. Oui, ils ne m'ont proposé que 98 $ pour la voiture, et je n'ai pas trouvé que ça valait la peine. Et je n'avais pas vraiment envie de me battre pour la vendre en ligne. En plus, je n'ai pas la place chez moi pour la garder, alors je me suis dit « Pourquoi ne pas te la laisser ?» Et voilà où nous en sommes. Mon collègue s'est mis à trembler. Il faisait autour de -10 degrés dehors, donc je commençais à avoir vraiment froid et je sautillais un peu sur place. « Alors, est-ce que tu veux bien prendre ma voiture, s'il te plaît ?» ai-je demandé pour conclure l'offre et obtenir une sorte de réponse. Immédiatement, il m'a attrapé par les épaules et m'a serré dans une longue et forte étreinte. Il a commencé à pleurer franchement dans mes cheveux. Il me disait quelque chose, mais mon écharpe étouffait ses mots. Je l'ai donc laissé me tenir jusqu'à ce qu'il décide de se reculer. Enfin, il a retiré ses lunettes, m'a regardé dans les yeux et a dit « Tu as changé ma vie avec ce cadeau. Je ne peux pas décrire ce que tu m'as donné. » Alors évidemment, je me suis mise à pleurer et nous nous sommes serrés de nouveau dans les bras. Puis il a dit que je devais être glacée et que je devais rentrer immédiatement au bureau, alors je l'ai fait. Il est resté un moment dans le camion de l'entreprise avant de finalement partir pour le week-end, et je suis satisfaite qu'il n'ait pas insisté pour négocier de l'argent. Peut-être que s'il décide d'en reparler plus tard, j'écouterai ce qu'il a à dire, mais pour l'instant je suis plutôt contente de la façon dont ça s'est passé. Maintenant,
Il faut juste que je retrouve ce fichu titre de propriété. Je veux remercier du fond du cœur chacune des personnes qui ont lu tout ça et pris le temps de répondre. Il s'avère que je réfléchissais beaucoup trop à la façon dont ça allait se passer. OP, c'est une histoire vraiment touchante, et le fait que tu aies parlé très vite parce que tu étais nerveuse et ne savais pas quoi dire était vraiment adorable. Dans les commentaires, il y a une histoire similaire de Tender Lightning. Il y a plusieurs années, je travaillais dans le ménage chez des particuliers et je joignais réellement les deux bouts avec une difficulté extrême. Je conduisais un vieux pick-up déglingué qui tombait toujours en panne. Une de mes clientes chez qui je faisais le ménage depuis environ 1 an m'a donné une Kia toute neuve. Ils étaient financièrement indépendants. Ils avaient de l'argent familial et n'avaient pas besoin de travailler. Et ils l'ont fait d'une façon tellement simple et élégante. C'est l'une des choses les plus folles qui me soit arrivée, et ça a vraiment changé ma vie. Je n'avais jamais eu de véhicule fiable de toute ma vie. Ça a tout changé, et j'aime tellement cette voiture. Il existe des gens incroyablement généreux. Passons au dernier récit. Ma belle-fille va se marier le 3 août. Les préparatifs du mariage ont absorbé la plus grande partie de sa vie et de celle de sa mère depuis 6 mois. Je dis sa mère parce que nous ne sommes pas mariés, même si nous vivons ensemble depuis 10 ans. Ma belle-fille a obtenu son diplôme universitaire en décembre dernier. J'ai payé ses études, et même si c'était une université publique, ça m'a quand même coûté 40 000 $. Elle n'a pas de travail, et elle vit chez nous depuis toute la durée de ses études et depuis son diplôme. Je lui ai aussi acheté une voiture pour aller et revenir de l'université quand elle a terminé le lycée. De temps en temps, son père bon à rien réapparaissait dans sa vie et elle se mettait à l'aduler. Elle fait ça alors que son père n'a pas contribué 1 centime à son éducation et n'a payé aucune pension alimentaire. Même si, techniquement, c'est la faute de ma compagne, parce que la pension alimentaire n'a pas été incluse dans l'accord. Malgré tout, elle l'aime et elle veut qu'il fasse partie de sa vie. Il reste juste assez longtemps pour lui briser le cœur en quittant la ville et en brisant une promesse qu'il lui a faite. La salle de mariage peut accueillir 250 personnes au maximum. Je leur ai donné une liste de 20 personnes que je voulais inviter. Vous savez, puisque c'était moi qui payais tout. Elles m'ont dit que ce n'était pas un problème et qu'elles s'en occuperaient. J'ai donc prévenu ces personnes qu'elles recevraient une invitation et qu'elles devaient réserver la date. Samedi, j'ai vu l'un de mes amis de cette liste sur le terrain de golf et je lui ai demandé s'il venait. Il m'a dit qu'il n'avait pas été invité. Il m'a dit qu'il avait reçu une annonce, mais pas une invitation. Il avait l'annonce sur la banquette arrière de sa voiture, avec probablement 6 mois de courrier, et il me l'a montré. Effectivement, ce n'était qu'une annonce, et mon nom n'y figurait nulle part. Il y avait le nom de son père et celui de sa mère, mais pas le mien. Cela a provoqué une grosse dispute avec ma compagne, parce que j'ai découvert qu'aucune des 20 personnes de ma liste n'avait été retenue pour la liste finale des invités, parce que 250 personnes, c'est très serré. J'étais furieux, mais il n'y avait plus grand-chose à faire, parce que les personnes importantes dans ma vie avaient déjà été offensées. Ma compagne a dit, si certaines personnes ne répondent pas, alors oui, tu pourras peut-être faire entrer 2 ou 3 personnes. Mais à mes yeux, c'est l'ultime gifle, alors je bouillais samedi. Hier, nous avons eu un dîner du dimanche avec la famille des futurs beaux-parents et un invité surprise, le vrai père. Pendant ce petit dîner, ma belle-fille a annoncé que son vrai père pourrait venir à son mariage et qu'il pourrait maintenant la conduire à l'hôtel. Cette annonce a été accueillie par un cœur de « Oh, comme c'est merveilleux! Quelle bonne nouvelle !» Je ne crois pas m'être jamais sentie aussi en colère et aussi méprisée. Je tremblais. J'ai pris quelques secondes pour retrouver mon calme parce qu'honnêtement, je ne savais pas si j'allais pleurer, commencer à donner des coups, ou les deux. Une fois sûre de pouvoir parler, je me suis levée de ma chaise et j'ai dit que je voulais porter un toast. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit, mais l'idée générale était celle-ci. J'aimerais porter un toast. Le bruit des cuillères contre les verres résonnait à mes oreilles. J'ai dit, ça a été un grand plaisir de faire partie de cette famille pendant ces 10 dernières années. Oh, comme c'est gentil. À ce stade de ma vie, j'ai le sentiment d'avoir une dette de gratitude envers la mariée et le marié parce qu'ils m'ont ouvert les yeux sur quelque chose de très important. Tout le monde sourit. Ils m'ont montré que ma position dans cette famille n'est pas celle que je pensais. Maintenant, un éclat de confusion et de choc commence à apparaître sur les visages dans la pièce. Alors que je pensais autrefois être le patriarche ou le parrain de cette famille, commandant le respect et sollicité en période de besoin, il semble qu'en réalité, je tienne plutôt le rôle d'un distributeur automatique, bon à fournir un flux d'argent et pas grand-chose d'autre. Puisque j'ai été remplacée comme hôte, à la fois sur les invitations et dans la cérémonie, je démissionne de mes devoirs financiers d'hôte au profit de mon successeur, le vrai père. Alors, santé aux heureux mariés et au chemin qu'ils ont choisi. J'ai terminé mon verre. Vous pouvez tous vous raccompagner dehors. Je ne sais pas, est-ce que c'est égoïste ?
Je suis censée débourser 40 à 50 000 dollars pour un mariage où je ne peux inviter personne. Un mariage dont je ne fais même pas partie? J'en ai tellement fini avec tout ça. J'en ai fini avec ma belle-fille. J'en ai fini avec ma compagne. J'ai transféré l'argent hors de notre compte commun hier soir. Ma compagne, au passage, n'a pas eu de vrai travail depuis qu'elle a emménagé avec moi. Ce matin, j'ai appelé tous les prestataires à qui j'avais signé des chèques d'acompte pour leur demander de me rembourser. Pour l'instant, on dirait que je vais perdre environ 1500 dollars pour le lieu. Mais les autres prestataires ont été formidables pour les remboursements. Donc si vous voulez que votre vrai père soit sur l'invitation, vous conduise à l'hôtel et s'assoit à la table d'honneur, très bien. Votre vrai père peut aussi tout payer. Puis OP a publié une mise à jour. La réaction immédiate a été une crise, avec des gens assis là à marmonner sans vraiment me dire quoi que ce soit directement, mais en se parlant entre eux. Après beaucoup de cris avec ma compagne qui me traitait d'égoïste, j'ai passé la nuit dans mon bureau à la maison et personne n'a frappé à ma porte, pas une seule fois. Les conséquences aujourd'hui sont assez déprimantes pour moi. Ma compagne m'a apporté le classeur de mariage de sa fille pour me montrer tout le travail que je détruisais. Je l'ai feuilleté. J'ai trouvé une page dans la section musique pour les danses père-fille et toutes les chansons étaient choisies selon les goûts du vrai père. Donc au début, je pensais qu'elles étaient simplement irrespectueuses, mais maintenant j'ai l'impression qu'elles n'ont jamais vraiment tenu à moi. Surtout puisque le menu comportait 2 ingrédients auxquels je suis allergique. Ça m'a même fait rire. Quoi qu'il en soit, je suis content d'en avoir fini. J'ai rendu le classeur et je lui ai demandé quand elle et la mariée pourraient déménager. Et d'ailleurs, je n'avais jamais promis de payer le mariage. Je leur avais proposé d'utiliser ma maison quand elles étaient sûres que ce serait petit, mais à part ça, tout ce que j'ai entendu, c'est que c'est la famille de la mariée qui doit payer. Alors que ce soit la famille de la mariée, dans ce cas, c'est-à-dire pas moi. Puis OP a publié une autre mise à jour. Ma compagne et sa fille ont déménagé. Elles emménagent chez le marié. Il a été très difficile de ne pas être mesquin au sujet de certaines affaires qu'elles ont prises, mais c'est terminé, j'ai changé les serrures, et maintenant il est temps de prendre une bière. Si je découvre ce qui arrive à leur mariage, je vous le dirai. Mais je ne peux pas garantir que je ferai l'effort de le savoir. D'après ce que j'ai entendu, elles essaient de réduire l'ampleur des choses et d'obtenir de l'aide des parents du marié. Ma compagne a aussi brûlé les ponts avec moi quand j'ai découvert qu'elle avait essayé de se faire un chèque depuis notre compte commun le lendemain de l'incident. À ce moment-là, j'avais déjà déplacé l'argent du compte. Donc je suppose que je suis plus cynique qu'elle, mais je le sentais venir. Je n'ai pas une grande référence en matière de mariage, parce que quand je me suis mariée, je crois que le nombre total de personnes présentes était autour de 30 ou 40. Si je devais inviter 250 personnes à un mariage, je serais obligée de ramasser des gens dans la rue. Je ne crois pas connaître littéralement 250 êtres humains. Même si je donnais un accompagnant à chaque personne que je connais, je ne pense toujours pas que j'arriverai à 250. Donc ça me dépasse complètement que la belle-fille connaisse tellement de gens qu'elle n'ait pas pu faire entrer seulement 20 personnes sur 250 pour accommoder son beau-père. 20 personnes, c'est littéralement moins de 10% de 250. Donc oui, c'était clairement irrespectueux. Et même si cette situation est clairement douloureuse pour OP, je dois dire une chose. OP, on dirait que tu réussis sacrément bien dans la vie. Tu possèdes une maison assez belle pour accueillir 250 personnes pour un mariage. Tu fais vivre ta compagne, qui ne travaille pas. Tu fais vivre ta belle-fille, qui ne travaille pas. Et en plus de ça, tu as apparemment un abonnement dans un country club, puisque tu as dit que tu jouais au golf avec tes amis golfeurs. Alors franchement, OP, combien d'argent est-ce que tu gagnes? Ah, c'est vrai. Et en plus, il a aussi assez d'argent pour payer un mariage, une voiture et des études universitaires. Franchement, OP, tu mènes une sacrée vie. Ainsi se termine cette série d'histoires sur des limites, de l'argent et des choix familiaux difficiles. Le point commun est simple, quand quelqu'un vous traite comme une ressource au lieu d'une personne, la vérité finit par sortir.